Et votre invité aujourd'hui, en direct sur Boursorama, c'est le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors on va passer au banc d'essai. On va rentrer dans le vif du sujet, au cœur du réacteur du programme économique de Marine Le Pen. Alors quand on lit la presse globalement, tout le monde lui tombe dessus en disant que son projet est catastrophique, que ce sera la fin du monde, sans toujours vraiment prendre le temps d'expliquer pourquoi, de rentrer encore une fois dans le dur. Tout n'est quand même pas à jeter quand elle dit qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés à 24%, qu'il faut augmenter le budget de la défense, de la recherche, qu'il faut défiscaliser les heures supplémentaires, qu'une prime de pouvoir d'achat de 80 € pour celles et ceux qui ne gagnent pas autant que vous, qui gagnent moins de 1 500 € par mois, 80 € en plus par mois, c'est utile. Voilà, recruter des policiers, des gendarmes, on ne peut pas être contre. Hein. Ah non, mais on peut absolument pas être. Il n'y a rien d'hérétique. Il n'y a rien d'hérétique. Simplement, la seule chose hérétique, c'est que ce n'est pas cohérent avec les contraintes que nous avons et ce n'est pas cohérent avec les moyens de financement qu'elle se donne. Moi, je crois que cette campagne présidentielle n'a jamais été aussi décourageante qu'aujourd'hui parce que nous sommes submergés par des chiffrages que nous demandons, nous d'ailleurs, économistes et journalistes, mais ce sont des chiffrages qui débouchent sur un peu n'importe quoi. Ce qui amène les principaux candidats, Marine Le Pen en tête, mais elle n'est pas tellement différente de Jean-Luc Mélenchon, à construire une usine à rêve, parce qu'elle se dit que pour être élue, il faut proposer du rêve, mais qu'elle fabrique finalement une usine à cauchemar. Ça va se terminer en catastrophe. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, même combat, faiseur de rêve, Père Noël. Même combat et même clientèle, en gros. Donc oui. Et Benoît Hamon n'est pas très loin, n'est pas très éloigné. C'est bâti sur quoi ? C'est bâti sur trois pieds. Donc ça tient debout. Et vous avez raison qu'on est bien obligé de le regarder. Un, sur le rôle de l'État. On renforce considérablement le rôle de l'État pour aider les catégories les plus défavorisées, pour aider les entreprises, pour aider Et quel est le système problème ? économique. Quel est le problème de vouloir aider les ménages en donnant des primes, en défiscalisant les heures supplémentaires, en baissant l'impôt sur les sociétés? Vous êtes content, vous, de baisser l'impôt sur les sociétés? Bien sûr, Bon, le problème, il n'est pas d'aider les gens. Le problème, il est de créer un écosystème dans lequel les acteurs économiques et les agents économiques puissent fonctionner de façon optimale. Et ça, c'est très abscon, ça, comme Non, comme c'est pas formule, très hein. abscon. Il faut favoriser l'exercice de la fonction de production, de la fonction de création de richesse. Mais là, Elle veut relocaliser en France les activités qui eh est bien, plus, nous justement... ne sommes là que dans des mécanismes de redistribution de la richesse. Nous ne la créons pas. Or, pour pouvoir redistribuer de la richesse, il faut d'abord la créer. Premier point, l'État doit être, et c'est le programme de Marine Le Pen, créateur de richesse. Mais on n'a jamais vu l'État créer de la richesse. Enfin, il crée un écosystème qui peut être favorable à la création de richesse. Mais la richesse, elle se crée ailleurs. Deuxième pilier, on ferme un peu des frontières, on s'enferme. Or, Pour protéger nos emplois. C'est une utopie. C'est une utopie que de s'enfermer, en fait. Le libre-échange a toujours été des opportunités de création de richesse supplémentaire. Et puis, Sauf que ça met en s'enfermer. concurrence les travailleurs, la fiscalité. Oui, mais vous ne pouvez Et à ce plus sujet-là, fonctionner comme on n'est ça. pas gagnant La en France. mondialisation a fracturé les chaînes de valeur. Alors vous allez me dire, c'est encore trop compliqué, mais pour fabriquer une voiture française, de marque française, elle a des composants étrangers. Quand elle est fabriquée sur le sol français, Quand elle est fabriquée sur le sol français, elle a des composants étrangers. Et quand elle est fabriquée sur le sol étranger, elle a des composants français. Regardez ce qu'il y a dans un Airbus. Vous avez à peu près 50 à 60% de sa valeur qui est achetée en dollars ailleurs. Dans une automobile Peugeot, vous avez 20% de sa valeur, l'électronique, un certain nombre de composants qui viennent également de et donc en de fermant les l'extérieur. frontières ou en taxant les importations, on ben, pénalise les boîtes Vous françaises. pénalisez les boîtes françaises, surtout dans un pays comme la France, où les importations sont terriblement supérieures aux exportations. Donc vous augmentez les prix intérieurs, donc vous diminuez le pouvoir d'achat d'un certain nombre de consommateurs, et notamment des consommateurs les plus pauvres, parce que les plus riches, ils se débrouilleront toujours, j'allais dire, ils se démerderont toujours. Mais oui, parce qu'ils savent spéculer, ils savent s'en sortir. Donc, vous diminuez le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas fermer. Vous pouvez réguler, vous pouvez contrôler, vous pouvez signer des accords. C'est peut-être, j'espère, c'est ce qu'on va faire avec les Anglais dans la négociation mon Brexit, mais vous ne pouvez pas fermer. Et la troisième chose, franchement, qui est l'aberration des aberrations, c'est la sortie de l'euro. D'abord, sur le plan juridique, c'est très compliqué, très difficile à faire. Techniquement, c'est possible. Pardon, techniquement, on peut revenir en arrière, on peut réémettre des billets en francs. Ça n'a pas été envisagé. Hein. Oui, mais Personne ne sait comment on peut faire. Hein.
Franchement, personne on ne sait ouvre des comment on peut imprimeries de nouveau et on bien imprime sûr. des billets. Ah oui, on va faire parce que vous savez, la monnaie, c'est pas simplement des billets de banque. Hein. C'est des machines à crédit derrière quand même. La monnaie fiduciaire est quand même beaucoup plus importante que la monnaie nominale. Bon, l'Institut Montaigne, avant d'entrer encore une fois dans le dur sur la sortie de l'euro, l'Institut Montaigne vient de sortir aujourd'hui d'obédience libérale, et c'est pas une injure, qu'une sortie de l'euro, un retour au franc, ça détruirait 500 000 emplois en France, avec une hypothèse de baisse du nouveau franc de 20%, une hausse des taux d'intérêt, et donc avec un recul du PIB la première année de 2%, et au final une perte sèche de croissance à long terme de 9 points, de 9% pour la France. Une perte d'activité de 9 points, c'est 180 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent qui s'envole, qui partent en fumée. Ce n'est pas exagérément pessimiste parce que on vivait si mal à l'époque du franc, vous l'avez mieux connu que moi, mais pardon. Hein. On vivait si mal, on vivait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai. Vraiment oui. Bon. Oui, parce que vous n'aviez pas la multiplication des échanges, vous n'aviez pas ce marché de 300 millions de consommateurs, vous aviez un peu moins de chômeurs, vous n'aviez pas vous aviez des produits qu'on continuait de savoir fabriquer, vous aviez une recherche, vous aviez moins de population aussi, un peu. Ça a quand même accru pas mal de richesses. Je ne crois pas. Je sais que c'est le rêve d'un certain nombre de gens de revenir au Moyen-Âge, de revenir en arrière. On avait une espérance de vie qui était 10 ans inférieure à celle d'aujourd'hui, à l'époque. C'est-à-dire que les progrès de la santé, les progrès du vieillissement, etc. On parlait du Moyen-Âge ou du... Non, je parle de la période il y a 15 ans à peu près, 15-20 ans. On a gagné énormément de temps. Je crois que le point fondamental du changement de monnaie, c'est la dépréciation de la monnaie. C'est qu'elle n'a pas introduit la dépréciation de monnaie. Ça sera très très bon pour les exportateurs. Dans un pays pardonnez-moi, dans un pays qui exporterait. Nous ne sommes pas un pays qui exportait. Vous savez que nos exportations, c'est quoi? C'est le luxe. Merci, monsieur Arnaud. C'est le tourisme. Merci, le Club Méditerranée, la Tour Eiffel et le Château de Versailles. Et puis le troisième grand secteur d'exportation, formidable, ce sont les armements. Merci, monsieur Dassault, et merci les usines d'armement. Voilà, nous exportons sur 3 secteurs. Nos moteurs, nos locomotives à l'exportation, c'est ça. Le reste, nous importons. Vous savez que nous avons quand même, l'année dernière, un déficit de 45 milliards. 45 milliards. Et vous savez à combien l'Allemagne est en excédent, même si l'excédent est excessif. 220. Même si l'excédent est excessif, comme dit Martin Schulz. Bon, donc finalement, une baisse de la devise du nouveau franc, ça ne relancerait pas les exportations parce qu'on importe plus. Il ne faut pas croire que c'est la monnaie qui rend une économie forte. C'est l'économie, à partir du moment où elle est forte, elle est compétitive, qui a une monnaie forte. Mais on est quand même plus fort avec une devise plus faible, malgré tout. On vend plus facilement nos produits. Mais on n'a pas de produits à vendre, je vous le répète, on n'en a pas. On n'a pas d'offre. On n'a pas d'offre. Donc, reconstituons une offre compétitive, faisons preuve d'imagination, faisons preuve de tout, mais reconstituons une offre. Les Allemands ont une offre de produits. On peut même leur reprocher d'en avoir trop et pas avoir assez de demande intérieure. Mais nous n'avons pas d'offre. Donc on peut toujours rêver à cela. Non, on va payer les produits importés beaucoup plus cher, donc une perte de pouvoir d'achat. Alors on entend souvent justement cet argument, Jean-Marc Sylvestre, de perte de pouvoir d'achat, de ruine des Français si jamais le nouveau franc devait baisser. Mais en même temps, elle a beau jeu, Marine Le Pen, elle l'a rappelé dans une émission sur France 2, que l'euro avait déjà perdu, c'est vrai, 30 ou 40% par rapport à ses points hauts, que les Français n'étaient pas ruinés, qu'il n'y a pas d'hyperinflation en France. Bien sûr, mais il n'y a pas eu d'évaluation compétitive qui a miné l'industrie à l'intérieur de l'Europe. Vous n'avez pas connu cette époque, puisque vous me la rappelez. Je vois très bien de quoi vous avez parlé. C'était une bagarre quotidienne avec les Italiens. Entre la pesetas, la lire et le franc. Voilà. Et chacun y a laissé des plumes. Très grave. Nous y avons laissé toute l'industrie de l'ameublement. Nous y avons laissé une partie de l'industrie textile. Parce que nous, si le nouveau franc baisse de 20%, eh bien la lire baissera de 25%, ou la pesetas de 30%. La guerre d'échange, voilà. C'est bien pour ça qu'on essaie d'avoir des accords monétaires pour ne pas avoir de guerre d'échange. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les Américains, le dollar, et les Chinois et leur monnaie. Bon, encore une fois, on revient sur la sortie de l'euro. On regarde l'impact sur les ménages, les entreprises, l'État français. Pour l'État français, il y a une dette qui est à rembourser en euros, mais Marine Le Pen rappelle, et à juste titre, qu'il y a ce qu'on appelle la lex monetae. Et comme la dette française est à 95% de droit français, elle a le droit de rembourser un pour un en francs. Elle a le droit. C'est possible. Ceci dit, elle va quand même... Mais, il y a un mais. Oui, parce que le mais... c'est qu'elle va pénaliser les créanciers, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont prêté de l'argent. Qui ne nous prêteront plus. Qui
nous Ou- ferons des ou très cher. procès, qui nous feront des procès d'abord, parce qu'il y a une règle internationale qui est respectée et appliquée par la plupart des agences de notation qui dit qu'une monnaie doit être remboursée dans la monnaie, une dette, pardon, doit être remboursée dans la monnaie où elle a été contractée. Si vous avez contracté une dette en euros, vous devez la rembourser. Les agences de notation en euros. d'ailleurs l'ont dit, il y aurait dans ces cas-là des faux. Bah, il y aurait des faux avec une dégradation, ce qui bloquerait finalement le marché interbancaire. Ce qui bloquerait Et le donc système l'État des français n'aurait plus accès au marché financier pour financer, refinancer sa dette. C'est Bah, quand même elle aurait du 180 mal. milliards d'euros tous les ans, il Elle faut le aurait du rappeler. mal, elle aurait Mais du elle dit, mal. Marine Le Pen, elle a la réponse. Ouais. Elle dit, c'est pas grave. La Banque de France, comme avant 1973, époque que vous avez mieux connue que moi, comme avant 1973, où la Banque de France finançait directement le La déficit Banque de France ne public. finançait pas directement le public. Il n'y avait pas des hélicoptères monnaie qui distribuaient de l'argent dans les rues Alors, elle- comme si elle raconte gratuitement. n'importe quoi. Ça passait par les banques, ça passait par les établissements bancaires. Et encore aujourd'hui, les banques centrales créent de la monnaie, c'est vrai. Les banques centrales distribuent de la monnaie, en quantité d'ailleurs, forcément en qualité, mais elles le font par le biais des banques. Ce sont les banques qui vont à l'open bar, qui était ouvert à Francfort, chercher de l'argent. Eh Mais ben, le jour où les banques mais continueront la de le plupart faire, de- mais non plus à la Banque Centrale Européenne, mais à la Banque de France, Oui. qui sera aux ordres Oui. de Marine Le Pen. Oui, C'est ça. ça marche pas, ça ça ne marchera, ça risque de ne pas marcher parce que je ne vois pas pourquoi les banques assumeraient le risque de ces prêts-là qu'elles pourraient refaire soit à l'État, soit à l'économie. Et le problème, c'est que derrière tout ça, il faut retrouver un financement. Les épargnants français qui ont mis l'essentiel de leur épargne en assurance vie, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On les spolie de 20%, on les spolie de 20-25%. Mais non, parce que leurs euros deviendront des francs. Leurs euros reviendront des francs. Et puis quand ils vont acheter leur baguette, ils auront acheté un pour un. Oui, si entre-temps les prix n'ont pas augmenté, les prix intérieurs n'ont pas augmenté. Mais la baguette de pain sera toujours produite en France, il n'y a pas de raison que son prix Je ne sais pas ce que ça donnera sur le prix du blé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera sur les prix intérieurs. Vous aurez une inflation interne. Forcément, pas immédiatement, mais dans les 2 ou 3 mois, vous aurez une inflation interne. Regardez l'inflation interne qui est arrivée en Grande-Bretagne après les décisions sur les annonces de décisions sur le Brexit. Vous avez une augmentation des prix à la consommation, vous avez une dépréciation de la livre aujourd'hui de 10-15%. Donc la France serait bannie des marchés financiers, l'État français ne pourrait plus s'en être, ou alors très Écoutez, cher. moi je trouve qu'on a la mémoire très très courte. Parce qu'au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, qui ne nous concernait pas, faillite systémique qui a bloqué complètement le marché interbancaire dans le monde entier, y compris en Europe, y compris en France. Quel rapport? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, on ne pouvait plus aller à la banque pour obtenir un crédit. Toutes les activités qui fonctionnaient principalement sur le crédit se sont figées, se sont nécrosées. Le bâtiment s'est nécrosé, l'automobile s'est nécrosé. Je vous rappelle quand même que les constructeurs français étaient au bord de la faillite 3 mois plus tard. Pourquoi les banques ne prêteraient plus si Parce on qu'elles ne revient en prêtaient francs? plus, parce qu'elles n'avaient plus Non, confiance. mais aujourd'hui, si on revient en francs, pourquoi est-ce qu'une banque ne prêterait plus? Parce que la banque ne prête plus, parce qu'elle n'a pas confiance. Parce qu'elle n'a pas confiance dans un État qui ne tient pas parole. Elle n'a pas confiance dans quelqu'un. Mais elle fait des affaires, la banque. Elle est là pour prêter à un taux et se fait rembourser avec une marge d'intérêt. D'accord, ok. Elle prend aussi des qualités. Vous savez, la banque, elle est qualitative. Elle fonctionne sur la qualité du dossier qu'elle étudie. Alors, Les ménages s'endetteront pour plus cher? Il y aura moins de crédit pour les ménages? les ménages s'endetteront pour Ou peu pas. cher. Il faudra aussi que les banques répondent à la demande de retrait aussi. Ah, ça, c'est un vrai Le sujet. risque de bank run, ça existe. Le bank Ça run, existe. c'est quoi? C'est-à-dire que Le bank run, c'est que tout le monde vient les chercher de Français se disent, oh là là, mon argent va se déprécier puisqu'il va perdre 20%. Qu'est-ce Donc, que je je vais la fais? retirer. Je vais récupérer Je mon vais retirer, je argent. vais mettre ça sous un matelas dans une boîte ou alors je vais profiter je vais le garder en euros parce qu'en euros, je pourrais toujours le changer en dollars après. Et puis, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, le Si bank tout le monde run, se précipite en même temps, eh bien, il y la aura comme en banque Grèce. ferme. Mais Marine Le Pen dira, mais comme en Grèce, on ne retire pas plus de X dizaines d'euros par mois. À ce moment-là, oui. Par semaine. Ouais, on est dans un autre régime, là. On est dans un autre système. Franchement, il faut qu'elles mettent des CRS. Non, les banques, elles ferment. Parce que la banque ne peut pas rembourser tous les déposants. Elle doit pouvoir en rembourser 10 ou 12%. Et sur l'inflation, parce qu'on parle là des ménages, l'impact sur les ménages qui n'auront plus donc accès comme ils veulent à leur argent. Leur assurance vie sera compliquée parce que pour le coup, on sait que dans les fonds en euros d'assurance vie, il y a des obligations qui perdront beaucoup de valeur puisque les taux d'intérêt augmenteront. Là, on est d'accord là-dessus. Sur l'inflation, on nous dit, mais il n'y aura pas plus. Vous savez pourquoi les taux d'intérêt augmenteront? Parce que plus personne prêtera à la France. Parce que les risques seront importants. Ouais. Le taux d'intérêt, ça n'est rien d'autre que la mesure du risque que vous prenez quand vous prêtez de l'argent. Donc les risques seront importants. On sera un peu comme en Argentine. La France sera un peu l'Argentine qui n'a plus accès au marché financier. Depuis un bon moment, ou comme le Venezuela.
D'accord. en dépit de ses recherches, de ses ressources Mais pétrolières. elle nous dit sur l'inflation, Marine Le Pen, non, il y aura 2,5% d'inflation. D'où il sort ce chiffre? Je ne sais pas, ça dépendra essentiellement du coefficient de dépréciation et de l'impact de cette dépréciation sur le prix des matières importées. Et les matières importées qui se diffuseront au prix de consommation. Tout ce qu'on importe coûtera 20% plus cher, Oui, plus la taxe de bien sûr, 3% à l'importation. Plus la taxe de 3%, oui, absolument. C'est comme Trump, lorsqu'il veut taxer les voitures fabriquées au Mexique de 20 à 30%. Dans ce cas-là, il augmente le prix des voitures intérieures de 20 à 30%. C'est-à-dire qu'il pénalise ses propres électeurs, qui sont la classe moyenne américaine, d'acheter des voitures pas chères. À supposer qu'ils aient bien compris ça quand ils aient voté pour lui. 2 tiers des Français sont toujours attachés à l'euro. On peut trouver des méfaits, on sait bien que l'euro n'est pas une devise parfaite, loin s'en faut. Oui, mais c'est vrai que les dévaluations internes sont meurtrières. C'est vrai, faut dire ce elles qui est. ont été meurtrières. Le fait d'avoir comprimé les coûts pour justement Elles ont été meurtrières. retrouver Elles ont de la été meurtrières, compétitivité, notamment pour les rentiers, notamment pour les gens qui étaient en retraite avec des revenus fixes, qui n'étaient pas indexés sur des systèmes de production. On boucle la boucle. Ce qui est recherché par Marine Le Pen, c'est la souveraineté monétaire. C'est ça qu'elle nous vend aussi, en disant voilà, on retrouverait notre souveraineté Non. monétaire, mais La avec, souveraineté. avec le franc et un écu, aussi il y aurait l'écu pour les. C'est pas parce que vous avez un franc avec une Marianne française et la signature du ministre français des Finances Ben oui, parce que, qu'à l'époque- que vous serez souverain. Pourquoi? C'est Mais pas pourquoi? vrai, c'est de Parce la qu'à l'époque, blague. on tout s'en ça. souvient, à l'époque, toutes les décisions qu'on prenait étaient collées sur les Allemands, Ben. pour avoir de la crédibilité, pour justement que l'État français Mais puisse se financer. notre souveraineté, elle dépend essentiellement de notre indépendance économique et financière. Épongeons nos dettes, remboursons nos dettes, mettons des plans, et nous regagnerons cette souveraineté. Actuellement, nous sommes accolés à un système européen qui nous apporte des garanties avec des taux d'intérêt relativement faibles, avec des facilités. C'est un des bienfaits de l'euro, ça il faut le dire. Bien Le taux sûr, d'intérêt est très c'est très que faible. quelque part, on a mutualisé la dette. On a toujours dit qu'il fallait faire des euro-obligations, mais en fait, la dette est mutualisée. Et les Allemands s'en rendent compte aujourd'hui, dont ils sentent bien qu'il va falloir qu'ils sauvent l'Union européenne. On sent bien qu'il va falloir qu'ils sauvent, notamment la Grèce, l'euro. Bon, il y a des postures qui aujourd'hui sont multipliées. Mais les Allemands se rendent bien compte qu'ils ont trop prêté, qu'ils ont trop accepté ce système et qu'ils sont aujourd'hui coincés parce qu'ils ont le banquier va être obligé de venir au secours De son client. de son client. Classique. On inverse les rôles. Classique. Qu'est-ce qui tient l'autre? L'emprunteur, Classique, celui qui classique. contracte un crédit, ou le banquier? Classique. Vous verrez, l'Allemagne va nous réserver des surprises. Il y a un homme en Allemagne qu'il faut surveiller et qui est très très intéressant, Martin Schulz. Il a pris la présidence du SPD, SPD, ouais. avec une vision du modèle économique qui est un peu différente de celui de Mme Merkel. Bon, voilà, merci, on en reparlera. Merci pour ces commentaires. Jean-Marc Sylvestre était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci.